Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire qui permet donc de faire des analyses, des commentaires et de revenir sur tous les faits qui ont marqué l'actualité. Ce sera au plan national et international. Aujourd'hui, nous avons choisi, c'était un ensemble de sujets, donc avec nos chroniqueurs, nous allons donc débattre de ce sujet-là. Il s'agit d'abord du grand oral, donc on va dire du président du Faso, qui a eu un entretien télévisé avec la presse nationale. Cet entretien-là sera donc décortiqué ici avec nos chroniqueurs. Et puis ensuite, nous parlerons du sondage à mi-mandat du Présimet. Présimet, c'est une plateforme qui surveille ou contrôle l'action du président. Nous allons voir les résultats qui ont été donnés. Le chef d'État s'en tire avec plus de 5 points sur 10. On va donc en parler. Puis, au dernier sujet au plan national, ce sera le procès Push où les interrogatoires au fond ont commencé. Nous allons donc évoquer ce sujet-là. Et puis, en international, ce sera le Mali. Au Mali, où la présidentielle s'annonce, on a déjà une liste provisoire de 17 candidats pour cette présidentielle. Mais également, nous avons aussi une situation sécuritaire qui est très tendue avec l'attaque du G5, du G5 Sahel, qui a fait déjà 6 mois. Nous allons en parler avec mes chroniqueurs qui sont sur ce plateau. Ce sont des visages déjà que vous connaissez. Évariste Konsebo, qui est à ma droite. Évariste Konsebo est chroniqueur média. Il est également président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est directeur du Cercle d'éveil, journal d'information spécialisé de cette association. Merci Évariste d'être venu sur ce plateau. Et puis Bilgo Lionel, il est directeur de publication de l'analyste bimensuel d'information générale, et il est également directeur Afrique de Téménis Média, qui est une structure d'édition de communication. Merci d'être sur ce plateau. Et puis Maître Kielem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau, il est le président du Centre pour la recherche internationale et stratégique. Merci Maître d'être venu sur ce plateau. Il s'agit du CRI. Merci. Et puis dernier invité, c'est Lengani Isaka, il est journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Opinion. Merci à vous tous d'être sur ce plateau et puis à notre public, merci de nous suivre. On va donc rentrer dans le vif de ces sujets-là, mais avant, on va évoquer un sujet quand même qui est aussi un sujet qu'on a déjà évoqué ici, mais qui est important. Il s'agit de la condamnation par le parquet, déjà au niveau d'abord du réquisitoire, de la réquisition du parquet à 12 mois de prison ferme. Il s'agit donc de Naïm Touré qui a été donc condamné à 12 mois de prison ferme. Chef d'inculpation, on en a déjà parlé, il s'agit de quoi? Incitation à la révolte, proposition de former non agréé un complot contre la sûreté de l'État, entreprise de démoralisation des forces de défense, etc., trouble à l'ordre public. C'est pour ces chefs d'accusation. Maître, est-ce que déjà, sur le principe même de la condamnation même, déjà le principe, est-ce que déjà cela n'apparaît pas comme une remise en cause de la liberté d'expression, d'autant plus que c'est une question de délit d'opinion? Je dois dire que je n'ai pas trop suivi l'affaire, mais je ne pense pas qu'il ait déjà été condamné. Je pense que ce sont les réquisitoires du ministère public. Le ministère public n'a pas autorité pour acquitter, pour condamner. C'est le juge de jugement, la juridiction de jugement qui a compétence pour cela, pour acquitter ou bien pour condamner. On peut estimer que le réquisitoire est sévère. Bon, mais ce n'est qu'un réquisitoire. Voilà. Donc, on dit que la parole est libre. Le ministère public peut requérir tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Bon, le problème c'est quoi? Moi, j'ai lu le texte de Naïm Touré. Je ne vois rien de répréhensible dans ce texte-là. Et moi, je pense que les autorités, souvent, donnent de l'importance, attirent l'attention des gens sur des faits qui n'auraient pas eu l'importance qu'ils acquièrent. Peut-être que, vous savez, par exemple, dans un journal normal, il y a une hiérarchie. Il y a un directeur de publication, il y a un directeur de rédaction, donc on procède à un contrôle avant la publication des faits. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, il n'y a pas de directeur de publication, c'est chacun qui a son propre directeur de publication. Même des gens qui n'ont pas de notion de journalisme, ou des limites de la liberté d'expression, etc., chacun devient son directeur de publication. Donc, il y a un certain désordre peut-être en la matière. Donc, moi, je pense que c'est ce que les autorités, à travers des faits comme ça, essayent d'encadrer. Ils essaient d'attirer l'attention sans doute des gens sur le fait que c'est pas parce qu'on est abonné à un réseau social qu'on peut tout dire n'importe comment. Sinon, par rapport à ce que Naïm Touré a écrit et que j'ai pu lire, sauf si c'est autre chose, je ne vois vraiment rien de répréhensible dans ça. Merci, Maître. Bilgo, très rapidement.
Non, moi je veux juste dire que pour moi le réquisitoire est sévère, mais il fallait s'y attendre. On est dans un jeu d'orgueil aussi entre le pouvoir public et puis ce jeune homme Naïm Touré. J'ai aussi lu le texte de Naïm Touré. Personnellement, je n'aurais pas utilisé les mêmes mots, je n'aurais pas utilisé les mêmes tournures de phrases, mais on sait que Naïm Touré n'est pas un poète, ce n'est pas un philosophe. Donc il a juste exprimé son sentiment. Et si je ne suis pas tout à fait d'accord avec le texte de Naïm Touré, je refuse et je m'interdis de condamner Naïm Touré pour la simple raison qu'il n'est ni le premier ni le dernier à avoir justement utilisé des mots forts sur les réseaux sociaux, y compris même sur l'espace public. On a une dérive comportementale et langagière au Burkina et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous, sous le ciel de ce Faso, haut représentant de ce Burkina était Kalachnikov à la main, gilet pare-balles sur le corps, dans un domicile d'un civil. Quel exemple, en fait, nos responsables, ceux qui sont les plus âgés, peuvent donner à la jeunesse sur ce genre de faits-là? Pour moi, 12 mois d'emprisonnement, c'est trop sévère. Et même si on condamnait Naïm ne serait-ce que 2 jours, on a rendu quelqu'un, comme l'a dit Maître Thielem, très célèbre, populaire, à cause justement d'un texte à laquelle on n'aurait pas dû porter aussi. Et puis on aurait aussi fait du tort, surtout à la liberté d'expression, parce qu'il y a le principe qui voudrait que... Il y a ça aussi. Voilà. Facebook, c'est un espace public, mais c'est aussi un espace privé. Il y en a qui disent que j'ai le droit de faire sur Facebook ce que je veux. Même en Europe, la législation n'encadre pas tout à fait ce qui se passe sur Facebook. Il y a des enfants qui se suicident sur du harcèlement à partir de Facebook. Donc il faut qu'on réfléchisse aussi sur ça. Merci. Même si c'est un espace de liberté, ce n'est pas non plus un espace de non-droit. Maintenant, il faut que le droit soit dit. Lengani, quelques secondes. Je crois que le procureur de Faso fait ce réquisitoire pour la société. C'est-à-dire, il l'exprime, mais c'est bien ça, hein? Bien sûr. Il y a le droit qu'il dit, mais en même temps, il dit le sentiment de la société. Mais il faut dire que ce procureur-là est carrément, à moins que ce soit dans la société MPP, tout simplement. Le peuple burkinabé, je pense, n'est pas dans cette configuration de répression des libertés. Bien au contraire. Depuis un certain nombre d'années, la parole est plus que libre au Burkina Faso. Quoique, on n'a jamais connu, en dehors des périodes d'exception où vraiment la parole était muselée, en tout cas les gens sont libres au Burkina Faso. Et ce n'est pas une manière, comme les uns les autres l'ont dit, de promouvoir cette liberté-là. Bien au contraire. Et je dis, j'ai lu aussi le texte. On a déjà parlé de ça. Il est vraiment... C'est de ton avis sur ça. Non, je ne suis pas là. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que sur cette même question de Naïm, le MPP, notamment son président actuel, répond à des questions posées sur la base de ce texte-là. Mais pourquoi ce monsieur n'est pas répréhensible? Si on condamne Naïm, si on poursuit Naïm, on doit poursuivre de la même manière ceux qui répondent à des questions posées sur la base de ce décret-là. Merci. Alors, Évariste, on va... le cas Naïm, en fait, nous interpelle tous, et assez révélateur de la maxime qui dit que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et c'est l'occasion ici pour que les uns et les autres se réveillent, parce que moi, je n'ai pas souvenance que sous Blaise, on ait attrait quelqu'un pour un délit d'opinion pour des faits. Pourtant, Facebook existait. Donc, c'est un recul et très grave. Parce que, en fait, moi, j'ai une lecture, en fait, de la politique, en fait, du Burkina à travers les acteurs. C'est des acteurs qui sont issus des périodes d'exception. Et, on va vous dire, on a purgé le code pénal, mais la Constitution. Attends, laissez-moi finir. Ils vont mettre en avant des arguments, oui, on a enlevé la peine de mort. Mais il y a des dispositifs encore dans notre code pénal qui sont pires et arbitraires, qui permettent, c'est même pas un mandat, c'est une lettre de cachet, j'ai dit. D'accord. Oui, qui permet d'aller embastiller des gens. Non, juste pour revenir sur ce que Lengani a dit. Oui. Ici au Burkina Faso, les procureurs croient que nécessairement ils doivent requérir à charge. Ouais. Alors que le procureur doit requérir à charge et à décharge. C'est pas parce que quelqu'un est traîné devant en justice que nécessairement tu dois dire de le condamner. Il faut voir est-ce qu'effectivement il est condamnable, oui ou non. On ne requiert pas n'importe comment. Ensuite, pour revenir à la liberté de la presse dont il a fait cas, il faut dire qu'il y a un Camerounais, Maurice Kamto, qui est candidat aux élections présidentielles, qui a fait son mémoire de DEA sur l'Observateur. Pas l'Observateur, pas le gars. Oui, l'Observateur. À l'époque, c'était le premier quotidien libre et indépendant de l'Afrique francophone. Pas l'Afrique de l'Ouest seulement, l'Afrique francophone. Et justement, dans son mémoire, il souligne ça, comme quoi la liberté de presse existait au Burkina Faso, même avant le Sénégal. Parce qu'au Sénégal, à l'époque, là, c'était sous Senghor et le multipartisme était limité. Alors qu'au Burkina Faso, c'était le multipartisme absolu. Sous la Misana. Okay. Donc c'est pour dire que la liberté de presse n'a pas commencé maintenant et la liberté de presse est presque inhérente
à la société burkinabé. D'accord. Juste pour préciser, pour ceux qui vont dire non, mais il ne s'agit pas ici d'un journaliste, mais c'est la liberté d'expression. Voilà, la liberté d'expression appartient aussi bien, c'est plus vaste que ça, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la société, pour tous ceux qui s'expriment. Sans liberté d'expression, il n'y aurait pas non plus de presse qui existe. Alors, on va évoluer. Deuxième question, deuxième sujet, donc, il s'agit du grand oral. C'est comme ça que ça a été nommé. Hein. C'est le grand oral. Roch Marc Christian Kaboré était face à des journalistes de 3 télévisions, BF1, la nôtre, la télévision nationale, et Burkina Info. Il s'agissait pour le président, on a dit comme ça, de faire, en fait, de revenir sur son bilan à mi-parcours, 2 ans et demi après, le bilan qu'il a fait. Alors, moi, je voudrais déjà vous poser la question sur le contenu. Je sais que vous avez suivi cet entretien. Alors, sur le fond, est-ce que réellement, c'est le bilan qui a été fait ou est-ce que on a retrouvé tout simplement un débat d'actualité générale quand on a suivi un peu Lionel? Oui, moi je dirais que c'est plutôt un débat d'actualité avec des éléments de réponse en fait du président Roch Marc Christian Kaboré sur son bilan. On a vu un président qui était dans l'explication, pas dans la justification, c'est différent, et avec justement des propos qui parfois, en tout cas, n'ont pas été poussés jusqu'au bout ou en tout cas n'ont pas donné satisfaction à ceux qui étaient accrochés à leur petit écran. Ensuite, dans la forme, en tout cas, moi je félicite la forme, hein, et il faut que ce genre d'exercice en fait se multiplie et que l'on puisse avoir plus de temps en fait pour entendre le président sur des sujets cruciaux et dont il a donné des réponses parfois évasives. Donc sur le fond, c'est plutôt un entretien d'un président avec des journalistes sur des faits d'actualité, faut le dire. Et donc il a eu à donner son avis sur des points précis. Je pense qu'ils ont balayé presque pas mal de sujets sur le domaine économique, social, politique avec le président Roch Marc Christian Kaboré. Mais moi je suis resté en tout cas avec une petite note d'insatisfaction par rapport à la profondeur des réponses du président sur certains sujets en tout cas. On va retenir peut-être quelques sujets, sauf que vous en avez particulièrement noté, mais moi j'ai retenu 3 sujets thématiques sur lesquels le président intervient, on va en parler, mais toujours sur le contenu. Mais vous avez suivi peut-être l'entretien ou pas, mais après les commentaires, vous avez certainement lu. Non, je n'ai pas suivi. Mais au moins les commentaires par la suite. Alors est-ce que le président, parce que ce que Bilgo disait, c'est un peu ce que la plupart des gens ont remarqué, on a dit le bilan. Le président est venu sur un bilan, on n'a pas vu des chiffres, on n'a pas vu de bilan physique qui soit présenté, on a plutôt vu des commentaires sur l'actualité. En tout cas, on va dire à 80% de l'exercice, c'était vraiment sur l'actualité, parce que si on prend la guerre du Ménéfice, on prend un certain nombre de questions de sécurité, etc., c'est pas toujours le bilan qu'on attendait. Oui, bon, s'il n'y a pas eu de chiffres, c'est quoi? Il ne peut pas tout maîtriser. Le président, il a une vue générale sur la gestion de la société. Mais ce qui se passe au sein de chaque ministère, etc., il ne les maîtrise pas. C'est la raison pour laquelle je pense que, comme a dit Bilgo, l'exercice devrait être multiplié mais renforcé. Je n'ai pas été au Rwanda, mais on me l'a dit que Paul Kagame, régulièrement, tient de tels forums, entouré de ses ministres. Et donc, quand on pose une question, et que la question relève du département d'un ministre donné, il dit au ministre de répondre. Et si, par exemple, il y a des défaillances dans ce ministère, il dit au ministre, est-ce que c'est vrai? Alors, la prochaine fois qu'on va se retrouver ici, ce problème devrait être résolu. Donc, c'est en même temps qu'il donne des explications et des justifications, il prend des décisions. Et donc, moi, je pense que ce genre de choses devrait se faire ainsi pour que le président, au lieu qu'il se présente seul, alors qu'il ne maîtrise pas tous les domaines de tous les départements, détail par détail, il pourrait se faire entourer de certains de ses ministres, comme le fait le président rwandais. Et en même temps, non seulement on pourra donner des réponses plus précises par département, mais il pourrait prendre des décisions avec l'intervention des téléspectateurs et des auditeurs. D'accord. Alors, certains ont pensé tout de suite que c'était un show médiatique que le président voulait faire, et surtout qu'il y a eu des annonces qui ont suivi qui semblent confirmer ça un peu, parce qu'il a dit qu'il est candidat. Pour certains, c'était venu pour dire qu'il est candidat, donc il n'avait pas besoin de s'entourer de son parti, de sa famille politique pour expliquer quoi que ce soit. Oui, bon, moi j'ai toujours dit que Roch allait se présenter en 2020, contrairement à Concevo ici, qui pensait qu'il ne se représenterait pas. Parce que vous savez, le pouvoir, c'est comme une drogue. Et donc, une fois qu'on est habitué, quand vous levez le matin, vous avez le pouvoir de vous lever le matin, vous avez immédiatement des courtisans à vos portes. Vous savez, le roi Soleil en France, par exemple, Louis XIV, il y a des courtisans qui quittaient leur province pour venir dormir au pied du château de Versailles et voir le roi se lever le matin.
C'est pour ça qu'on l'appelait le soleil. Mais on n'a pas ça à Kosia, mais... Oui, donc, c'est pour vous dire à quel point le pouvoir est une drogue. Et non seulement c'est une drogue parce que vous vous habituez, n'est-ce pas, à la majesté du pouvoir, mais il y a les avantages aussi. D'accord. Donc, moi j'ai toujours dit, on n'abandonne pas le pouvoir comme ça. C'est pas pour rien qu'après 27 ans, Blaise Compaoré était toujours accroché. D'accord, mais on va passer à Lengani. On va revenir à des sujets sur lesquels... Donc moi je savais qu'en 2020, il serait toujours candidat, quand bien même il a beaucoup vieilli et les cheveux blanchis depuis qu'il est président, mais on n'abandonne pas le pouvoir comme ça. Alors Lengani, toujours sur le contenu, et avec le glissement sur la candidature, est-ce que c'était un show médiatique plutôt qu'un bilan qui était fait? Ou toujours un marketing pour mieux faire comprendre les choses? Mais résumé, je dirais que physiquement lourd, intellectuellement léger. Et vraiment, pour ne pas dire qu'il a plané carrément au-dessus de tous les sujets, comme on l'a dit, on est resté sur notre fin. Il n'y a pas de réponse satisfaisante, il y a des 10 000 réponses. Et mais ce qu'il faut noter, c'est que l'exercice est une réussite. Une réussite pourquoi? Parce que je crois que l'exercice a été voulu pour briser une logique sociale qui était en cours. C'est-à-dire, si vous avez bonne souvenance, c'était le moment le plus dur de la grève des financiers, il y avait de la grogne partout, c'était le lendemain de la tenue de la conférence nationale des forces dites vives, qu'il a vidé de son contenu lui-même. On va en parler, il y a des éléments. Donc, je dirais que, et cette interview est venue briser en fait cet élan de mobilisation pour tempérer un peu. Donc, sur ce point, je pense qu'il a carrément réussi l'opération. Bon, maintenant, le contenu lui-même vraiment laisse à désirer. Et comme vous dites qu'on va revenir là-dessus, j'attends de revenir là-dessus pour dire, d'abord, de mon point de vue, si il veut faire un tel exercice, il faut s'y préparer. Et s'y préparer, c'est quoi? C'est avoir éventuellement les chiffres qu'il faut, c'est avoir éventuellement les réponses qu'il faut, comme on le fait au Rwanda, par exemple, au lieu de planer, ce qui nous laisse encore sur notre fin, et encore pose encore le problème de demain. Qu'est-ce que le Burkina Faso demain? Évariste, sur la question. Non, moi je peux dire, d'abord ici, la dernière fois je lui ai dit que ce n'était pas un bilan, parce que si c'était le bilan, on a eu l'occasion de suivre son Premier ministre longuement, lors de son passage donc, à l'Assemblée nationale, dans le cadre donc, de la présentation de son discours de politique générale. Tous les secteurs d'activité ont été donc passés en revue. C'est avec les taux d'exécution et tout, contestés ou contestables. Bon, donc voilà, donc c'était pas à lui en une heure de sortir donc pour dresser un bilan, c'était pour autre chose. Et autre chose d'abord, vous savez, si on regarde donc la chronologie, il y a d'abord eu cette adresse en langue morée qui a fait dire qu'il s'adressait donc à un public bien précis et pour des raisons bien précises, dont lui seul savait les motifs et les motivations. Maintenant, ce qu'on peut retenir par la suite, effectivement, l'annonce phare était donc la candidature, parce que dans un contexte de morosité, beaucoup de questions se posaient, et peut-être qu'il fallait donc qu'il coupe court à ces réflexions-là, en annonçant d'entrée. Voilà, justement, on va rester sur ça. Le président a dit qu'il sera candidat en 2020. Du coup, il y a l'opposition qui est montée sur ses grands chevaux, qui a estimé que c'est une façon pour le président d'ouvrir la campagne et que l'opposition le traiterait désormais non plus en président au-dessus de la mêlée, mais en président candidat. C'est tout à fait, d'autant plus que c'est vraiment inhabituel, parce que 2 ans et demi en termes d'élection, c'est encore long. Même en une année, beaucoup de choses, on ne maîtrise pas toujours forcément les paramètres. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les conséquences en plus. Je ne pense pas que ça va améliorer les choses, parce que disons que les gens ne vont plus travailler, mais les gens vont se mettre en campagne. Et déjà que la situation, tant au plan économique, social, était déjà assez éprouvée, vous annoncez déjà l'ouverture d'une campagne, il faut craindre le pire. Maître, est-ce que c'était opportun pour le président? Est-ce que dans le timing, sauf s'il y a peut-être d'autres raisons que non, on peut certainement ignorer, mais est-ce que dans le timing, que le président, dans ces conditions où il y a vraiment une sorte de mécontentement, les gens demandent, il y a des attentes, etc., est-ce que c'était pas plus de parler de ces attentes, des réponses à apporter, que de venir parler d'une candidature à venir? Quand on sait qu'en Afrique, dès qu'on dit que candidature, dans l'administration, partout, tout le monde est en agitation, on prêche maintenant pour les électeurs plutôt que de travailler pour les services publics. Il faut savoir que tout le monde savait que Roch Compaoré serait candidat en 2020. C'est une logique, surtout en Afrique ici. Vous avez vu qu'Alassane Ouattara, pendant son premier mandat,
avait dit que voilà, lui, il a abandonné beaucoup de choses pour être président et que l'idée d'un troisième mandat ne lui venait même pas à la tête. Maintenant, il commence à se dire que, bon, il se pourrait qu'il ait un troisième mandat. Il affirme la possibilité. Voilà, la possibilité. Donc, tout le monde savait que Roch serait candidat en 2020. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le timing. Or, il se trouve que, vu la circonstance, l'insécurité, bon, les déficits alimentaires, bon, un peu la morosité économique, beaucoup de gens ont commencé à douter. Est-ce qu'il serait vraiment candidat en 2020? Donc, moi, je pense que cela l'a amené à affirmer pour renforcer sa base et puis préparer les mentalités. Donc, c'est ce qui a amené peut-être cette précipitation. Voilà. Sinon, bon, une question de timing, ça, effectivement, il aurait pu attendre plus longtemps. Mais en attendant plus longtemps aussi, et vu la morosité économique, vu la situation dans laquelle nous vivons, ça aiguise d'autres appétits, de telle sorte qu'au moment où il pourrait le dire, certains diraient que je suis déjà assez avancé et je ne peux plus reculer. Alors que s'il annonce dès maintenant, bon, chacun sait que bon, le capitaine est toujours là, il veut être toujours le capitaine, donc il n'y a plus qu'à serrer les fesses et à suivre. Lengani, est-ce que sur l'annonce, on va dire un peu à l'avance de cette candidature, d'abord ça ouvre déjà le front assez clair avec l'opposition, avec les forces opposées, mais en même temps, pour certains, le président aurait dû quand même répondre en impliquant par exemple son rattachement au MPP, qui est son parti qu'il avait choisi pour être candidat. Il répond sans même dire que, par exemple, je me remettrai au MPP, etc. Il répond, est-ce que ça voudrait dire que, quelque part aussi, entre le MPP et le président, il y a une sorte de détachement qui se fait? Bon. D'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec les deux premiers intervenants, notamment Conservé et Maître Tambela, effectivement, qui ont pris deux aspects du problème qui sont réels. Effectivement, et à l'opinion publique aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que effectivement, Roch peut être encore candidat avec la merde, avec grand M dans lequel le pays est aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social? Est-ce qu'il va avoir le courage encore de nous conduire d'être candidat? Bon, il dit bon, les communicants ont dit écoutez, arrêtez ça tout de suite. Dites aux gens, vous n'avez rien vu d'abord. C'est-à-dire en 2020, je serai encore là. Donc on coupe court à ce débat-là. Ça c'est très vrai. Il le fallait. Je pense sincèrement, en tant que communicateur, il fallait arrêter l'hémorragie et asséner un coup directement aux électeurs, surtout au MPP, où les gens ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va devenir, puisque notre champion ne sera plus candidat en 2020. On parlait même de il y avait des velléités qui se dégageaient clairement. On a vu le sondage, par exemple, de le Faso.net et une structure de sondage. C'est ça. Où 1% des sondés disaient qu'ils étaient plus favorables à une candidature. À ceux qui sont candidats, on ne dit même pas de le voter. Il ne faut même pas qu'il soit candidat. Bon, donc il y a ça. Ensuite, il y a effectivement qu'au niveau même de la dette à mourir dont on a parlé tout à l'heure. Mais ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Et on ne veut pas en parler, mais c'est la réalité. Que pour être candidat solide au Burkina Faso ici, il faut quand même dire certaines ethnies. Et sur ce point, des questions fortes se posaient. Sur comment trouver le candidat idéal pour 2020 au niveau de cette région-là. C'est une réalité qu'il va falloir aborder frontalement. Et c'est ça qui explique que le président de Faso soit intervenu à Morée. Sur le timing. Le timing aussi, je pense que c'est très bon pour lui, mais c'est très mauvais pour le peuple. Parce que comme vous l'avez dit, effectivement, il ouvre une campagne. Et s'il ouvre la campagne, ça veut dire quoi? Lui-même, ça l'arrange. Pourquoi? Parce qu'il va passer le temps à promettre. On va faire ça, on va faire ça, etc. Et l'opposition de son bon droit de dire, ce faisant donc, nous, on n'a plus en face de nous le président qui est au-dessus de la mêlée, mais on a en face de nous un candidat qui est en campagne, qui promet des choses, qui va réaliser des choses dans le cadre de sa campagne à venir. Et dans ce cas, donc, il faut l'attaquer sur tous ces points. Bilgo, est-ce qu'il y a aussi l'aspect positif de cette communication où le président anticipe pour calmer un certain nombre de choses, mais est-ce qu'en même temps, en anticipant de cette sorte-là, ça ne peut pas créer des fissures au niveau de sa famille politique? Parce que, quoi qu'on dise, les sondages avaient dit quelque chose, il y a des velléités un peu partout. Le président déclare qu'il sera candidat, il ne remet pas cette possibilité-là entre les mains du MPP qu'il a porté il y a 5 ans. Est-ce que ça ne pose pas un problème réel? Oui, Loupman, votre question est comme un peu de miel dans ma bouche.
Parce que justement, contrairement à mes collaborateurs ici, moi je pense que l'exercice en fait est très bien. Et pour une fois, je suis contre un peu la pensée unique et l'action unique. Pour une fois au Burkina, qu'on a une pratique nouvelle, en tout cas de cette manière-là, d'un président du Burkina Faso de communiquer ou en tout cas de s'adresser à la nation, on ne peut que dire que c'est nouveau et de cette manière-là. D'abord la radio Amoré la veille, ensuite ce style en plein centre en fait de l'entrée de Kosiam avec les lumières, les caméras, le jeu, etc. La forme. Ça c'est le folklore. Mais c'est joli. Ça n'empêche que, le pouvoir s'habille de ça. On parle du fond. Ensuite, pour le fond. Effectivement, je suis d'accord avec Lengani. L'annonce du président d'être candidat en 2020, moi, ça ne me surprend pas. Je suis comme Maître Kielem. Je pensais effectivement qu'il allait se représenter en 2020. Mais je crois, comme Lengani, que ce n'est pas un message adressé à l'ensemble des populations. C'est plutôt un message adressé à la famille politique du MPP. Parce que le MPP, aujourd'hui, c'est comme un bouillon d'aspiration politique. Là où vous avez tout type d'aspiration à l'intérieur. Et effectivement, il y avait un certain nombre de velléités. Certaines personnes se rêvaient, en tout cas, occuper certains postes du fait que, justement, le grand chef, le grand Manitou était en déperdition en termes de popularité. Sa cote de popularité dans l'opinion nationale n'était pas très haut. Et donc, il fallait qu'il réaffirme à ses troupes: vous m'aurez encore en 2020. Mettez-vous en ordre de bataille derrière moi parce que la Constitution me donne le droit légitimement de me présenter en 2020 et je serai candidat en 2020. Et ce message qu'il envoie effectivement, d'aucuns diront que ça ouvre droit à la campagne, mais ça ne surprend aucun opposant, je vous assure. Aucun parti de l'opposition. Oui, mais en son temps, il était le président au-dessus de la mêlée. Là, on ne parle pas de concurrence politique, candidature. Mais là, à partir du moment où il dit qu'il est candidat, il est déclaré candidat, donc les critiques seront des critiques faites à un candidat, mais non plus à un président. Moi, je pense que les partis politiques auront en tout cas l'intelligence de ne pas confondre justement. Parce qu'aujourd'hui, il est déclaré candidat, il a dit qu'il se représenterait candidat en 2020, mais n'empêche qu'il est sur le mandat où le peuple l'a élu en tant que président. Et pendant ce mandat-là, on le jugera en tant que président de la République, mais pas en tant que candidat. On a vite fait d'oublier d'ailleurs qu'il sera candidat, puisque ça ne surprend personne. De toute façon, il était jugé dans l'opposition, une certaine partie de l'opposition en tout cas, comme étant le potentiel concurrent de 2020. Donc ça ne change pas grand-chose de mon point de vue. En tout cas. Alors, une question subsidiaire, très rapidement, avant qu'on attaque aussi un point qu'il a évoqué, c'est un point lié aux recommandations de la conférence nationale des forces vives là, sur les institutions. Le président a fait une déclaration qui a surpris plus d'un. Mais sur cette question des candidatures, est-ce que, tel que le président l'a exprimé, je vais d'abord m'occuper à mettre en œuvre mes engagements et puis après je me représenterai, je demanderai un autre mandat. Est-ce que quand il n'apparaît pas du tout le MPP, est-ce que ça veut dire que le président pourrait se retrouver candidat, mais pas candidat du MPP? Très rapidement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est surprenant. Et d'ailleurs, à mi-mandat, c'est rare dans tous les pays qu'un président se déclare étant candidat à mi-mandat comme ça pour les présidentielles de 2020. D'autant plus qu'il appartient à une famille politique. Et effectivement, c'est pour ça que je suis d'accord avec Lengani quand on dit que son message s'adresse plutôt même à sa famille politique qu'à l'ensemble des Burkinabés qui ne sont pas surpris qu'il se représente en 2020. Maître, on a l'habitude d'entendre des présidents dire oui, je ne sais pas si je serai candidat. Dans tous les cas, il appartient à mon parti qui m'avait donc proposé de décider à la fin. Donc je m'en tiendrai à cela en attendant. C'est un peu de démagogie politique, mais là c'est clair. Est-ce que Roch-Marc Christian Kao pourrait être candidat sans le MPP? Bon, c'est possible. Mais d'abord, il faut savoir comment le MPP a été créé. Bon, on ne va pas faire la genèse. Voilà. On est très pris par le temps. Oui, sur la question immédiatement. Oui, c'est pour dire que, en fait, le MPP n'est que le reflet de Roch. C'était Roch, Salif et puis Simon. Donc, en fait, il ne fait qu'exprimer la réalité. D'accord. C'est-à-dire, en fait, c'est moi et puis le MPP ensuite. Voilà. Et si je suis là, le MPP est là. C'est ce qu'il a voulu dire. Voilà, donc le parti est là comme un accessoire. C'est un peu comme le CDP avec Blaise Compaoré. Voilà, donc ça revient à la même chose. Donc en fait, il n'a fait qu'exprimer sa réalité sans penser, n'est-ce pas, qu'il aurait dû renvoyer au MPP, renvoyer les gens au MPP qui proposaient sa candidature. Donc c'est un peu ça. Il a traduit la réalité des faits et puis c'est tout. Évariste? Non, là-dessus c'est en phase. Il y a une réalité entre le président et puis le MPP. Mais maintenant, je ne crois pas du tout qu'il y ait eu peut-être des velléités de candidature. D'aucuns avaient dit qu'il y avait peut-être un pacte entre les trois. Et que oui, mais quand on a vu le sondage, par exemple, le sondage de Faso.net qui est très révélateur,
a présenté d'abord 51% des sondés qui estiment qu'ils ne sont pas favorables à une candidature. On a vu de ceux qui sont peut-être présidentiables au niveau du MPP, on a vu sortir la ministre de l'économie et des finances qui est sortie en tête. Ce qu'on n'a pas vu, je pense, c'était M. Comporé qui était en embuscade. C'est lui qui était certainement important, parce que ce qui m'a fait penser que peut-être que faisait la logique des sondages, on sait comment on les fait. Hein. C'est peut-être... très rapidement. Je voudrais... On n'a pas les mêmes informations, mais sinon, bon, à mon avis, c'est tellement évident, cette annonce-là, que ça s'adresse à ceux qui sont de la cour et qui commencent, aux petits coquelets qui veulent dresser la tête. C'est tellement évident parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour l'opinion publique, est-ce qu'il peut être même candidat encore avec ce qui se passe? Et il répond aux gens, à ceux qui sont derrière, à cette troupe, je serai candidat. Que vous le voulez ou pas, je le serai. Et donc, forcément, à l'intérieur, mais il y a des ambitions qui vont se calmer. Et plus encore, et je l'ai dit, et dans certains milieux, dans certains cercles qui participent à créer le pouvoir au Burkina Faso ici, mais les questions se posaient. Que faire d'ici 2020 et des noms déjà circulaires. Ah oui. Nous, on ne va pas le dire. Oui. Alors, on va donc évoluer sur toujours... C'est un sujet aussi qui est un peu lié au président, donc à l'exercice à mi-mandat. Il s'agit du sondage du Présimètre. Le Présimètre qui a donc sorti ce sondage-là récemment à l'occasion du forum Afrique Capacité qui s'est tenu donc à Bobo. Ce sondage-là a concerné 2045 personnes qui ont été sondées sur l'action du président du Faso. Au finish, la note donne 5,08 sur 10 pour le président. Et puis, selon un certain nombre de paramètres, on peut dire que par exemple, en milieu rural, l'action du chef de l'État a reçu la note de 5,13 sur 10. Et en milieu urbain, la note a retenu, l'action du président a eu la note de 4,98 sur 10. Alors, question Évariste, quand on voit déjà la variation, monde rural, monde urbain. En monde urbain, le président, son action n'est pas trop fameuse, parce que 4,98 sur 10 n'a pas la moyenne du tout. Et en milieu rural, il a 5,13, donc il a nettement... les critères d'appréciation du monde rural, pas forcément les mêmes que les critères du monde urbain. Parce que vous savez très bien que ceux qui sont dans les villes, dans les grandes villes, eux, ils ont des préoccupations, ils ont des demandes, ils ont des attentes. Les attentes ne sont pas forcément le même. On peut vous voter dans un village parce que vous êtes un de leurs enfants, ou bien parce qu'il y a d'autres considérations qui n'ont rien à voir. Donc, de ce point de vue, ça me semble un peu cohérent. Maintenant, il faut noter que en 2017, en termes de taux, il avait eu 4,79%, et maintenant sur le même 4,75. Voilà. Et maintenant, il faut dire que ça augmente. Et il est fort à parier que d'ici 2020, il va atteindre les 60%. Lengani, est-ce que le président est en train plutôt de monter, parce que là, si on s'en tient aux chiffres qui sont là, et en plus, sur la satisfaction, on a vu que pour la première fois, 53% s'étaient affirmés non satisfaits de l'action du président, mais là c'est l'inverse cette fois-ci. Il y a plus de 50% qui sont satisfaits de l'action du président. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une montée du président? Plus on avance vers 2020, le président est en train de faire des scores. Bon, d'abord je voudrais de manière globale dire ceci. Dans les grandes écoles, ce que nous avons l'habitude de voir, c'est que la moyenne de passage c'est 12 sur 20. Non, là on est à 10. Hein. Là on en a 10. Oui. Ça veut dire que c'est médiocre. Et ce que ça veut dire, dans les écoles qui se respectent, quand vous avez 10 sur 20, vous êtes renvoyé. Donc sur 5 sur 10, on vous remercie. Quand vous êtes 5,08, donc même pas 5,1, vous êtes remercié. Mais là on est à mi-mandat, le président a 5,8 sur 10. À mi-mandat, les deux autres, l'autre moitié qui reste, peut-être qu'il pourrait encore avoir 3 ou 4. Je dis cela pour faire comprendre. Il y a beaucoup de gens qui, personnellement, sur les réseaux sociaux, nous prennent à bras le corps, nous insultent parce que nous disons que l'action du président n'est pas au niveau attendu. Parce que nous disons que soit que c'est médiocre, soit que c'est nul. Le sondage est venu prouver ça. Donc que les gens arrêtent de se voiler la face. Les réalités sont là. Les Burkinabés ne sont pas contents de l'exercice du pouvoir par le MPP et par son président aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a des détails que vous citez.
Que voulez-vous? Dans un pays en guerre, de mon point de vue, la moindre des choses que les populations puissent faire, c'est se regrouper autour du chef pour mener la bataille contre l'ennemi. Quand vous êtes dans cette situation et vous n'avez pas effectivement les gens avec vous, ce n'est que 53% des gens qui vous font confiance, ça veut dire qu'il y a un très grand sérieux problème, de mon point de vue. Et c'est ça qu'il faut regarder, au lieu de se projeter déjà en 2020. J'ai vu, on a critiqué un homme politique ici. Pourquoi? Parce qu'il a dit, votez-nous et en 2020, vous n'aurez plus d'attentats. Tout le monde l'a critiqué ici. Personnellement, je suis contre ce type de propos. Mais qu'est-ce que Roch nous dit? Malgré ce qui se passe en 2020, je serai là. Entre l'un et l'autre, qui choisit? Moi, je dis il faut voir une autre offre ailleurs. Alors, Bilgo, le président fait un bond en avant, ou alors est-ce qu'il y a encore, puisque il y a la possibilité ouverte, hein, il y a la probabilité que ça chute, mais là on remarque une constance. Oui, moi je pense qu'il faut prendre les sondages comme étant des sondages. D'accord. Premièrement, parce que ce sont des sondages. Il y a l'échantillon, la taille de l'échantillon, mais il y a aussi la représentativité de l'échantillon pour que le sondage soit très bien apprécié. Après, les sondages ne sont pas vérité biblique non plus. Sur ce que j'ai pu constater sur ce sondage, effectivement, il y a un bond en avant du président. Le milieu rural vient bonifier sa note beaucoup plus positivement que le milieu urbain, pour la simple raison, comme le disait Évariste ici, vous savez, il suffit de voir une route en fait qui traverse 18 villages, une route de 12 km, pour que les villageois puissent voir physiquement de leurs propres yeux le travail du président. Donc à ces gens-là, si on parle les interroger, c'est clair que la note sera positive. Comparé au milieu urbain, là où même s'il y a 2-3 routes, il y a encore d'autres secteurs qu'ils prennent en compte. Ensuite, on est au Burkina. Je ne sais pas si l'esprit des sondages, en fait, sont encore ancrés dans nos populations, parce que, par exemple, sur la question de 2017, sur le sondage de 2017 sur la question du PNDS, vous voyez qu'il y a 15% qui s'étaient abstenus de répondre. Moi, je me pose la question de ces abstinences. Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est qu'un PNDS? Est-ce qu'ils savent ce que c'est exactement, etc. Donc là, on peut donc contrebalancer, mais d'un point de vue global, effectivement, le bilan du président Roch Marc Christian Kaboré semble prendre des points en plus, mais il faut dire à son corps défendant qu'il y a quand même certaines actions qui sont de plus en plus visibles, notamment, je parle de certaines infrastructures qui sont réalisées, mais aussi dans le milieu rural. Par exemple, sur la question du grand oral, on lui avait posé la question sur les forages. Le président avait donné un nombre, mais le son de cloche qui ressort souvent sur les enquêtes, moi j'aurais aimé avoir le nombre de forages réalisés, fonctionnels, parce que c'est pas parce qu'on fore et qu'il y a une pompe qu'il y a de l'eau. Bien sûr. Et donc certains acteurs... Il y en a qui sont forés sur papier seulement. Ouais, certains acteurs disaient il faut faire peut-être un travail de fond pour vérifier ce qui est fonctionnel réellement et ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas peut être corrigé. Voilà, parce que quand l'orage est passé récemment, on a vu s'écouler beaucoup d'infrastructures scolaires. Donc, alors, maître, sur cette question, il y a aussi certains qui ont soulevé quelque chose comme un paradoxe. Le président, au moins plus d'une cinquantaine de personnes, je n'ai pas totalement bien le chiffre, autour de 53 personnes qui disent satisfaire l'action du président. En même temps, vous avez au moins 26% qui disent qu'ils n'ont pas, qui disent simplement être en confiance par rapport au président, à sa gouvernance. Donc vous avez pratiquement plus de 70 qui n'ont pas confiance. Est-ce que non, plus de 70 qui ont confiance, ouais. Non, il y a 26 qui disent seulement qu'ils ont confiance. 25 seulement qui disent qu'ils ont confiance. Voilà. Oui, bon, d'ailleurs même, il faut savoir qu'un sondage n'est jamais neutre. D'accord. On fait des sondages pour justifier, pour expliquer ou pour défendre un objectif déterminé. Parfois même, on fait des sondages, on a vu par exemple en Côte d'Ivoire, pour démoraliser une certaine couche de la population. Et ensuite, ça dépend de comment le sondage a été procédé. Par exemple, quand j'ai lu les sondages, je me suis demandé sur quelle base ils se sont fondés. Parce que en campagne, par exemple, le taux de satisfaction me surprend. Ça aurait dû être plus que ça. Parce que les habitants de campagne ont très peu de demandes. Par exemple, à Ouagadougou, dans les villes, il y a le problème de lotissement qui peut créer des mécontents. Il y a le problème de délestage qui peut créer des mécontents. Il y a des problèmes d'assainissement, d'approvisionnement en eau potable. Tout cela n'existe pas en campagne.
Et comme a eu à dire Bilgo, en campagne, il suffit de tracer une route et puis les gens disent « Ah, voilà, le président nous a donné ça ». Vous vous rappelez, quand Luc Adolphe Thiaw était Premier ministre, il a fait construire un pont dans un village. Et je crois que c'est le chef du village qui a dit à cette époque-là que Blaise Compaoré est leur Dieu et Luc Adolphe Thiaw est leur Messie. Parce qu'ils avaient eu un pont. Est-ce que vous avez vu? Ça n'aurait pas été le même effet à Ouagadougou. Est-ce que vous voyez? Donc, et puis n'oubliez pas qu'en campagne, les gens sont légitimistes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on apprend dès les premières années de sciences politiques. Donc, les populations d'un certain niveau sont légitimistes. Si le roi est là, on n'a pas besoin d'autre roi. Si le roi n'est pas mort, il n'y a pas à choisir un autre roi. Est-ce que vous voyez? Donc, la tendance, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes président, je vais vous dire une chose. Si Michel Kafando s'était représenté, comme aux élections présidentielles de 2015, il aurait pu être élu. Parce qu'il était là. Donc, c'est pour vous dire que ceux de campagne ne se posent pas beaucoup de questions. Et si les sondages sont bien menés, la légitimité devrait être plus que ça. D'accord. Merci, maître. Alors, Évariste, très rapidement, en une minute, sur ce sondage-là, est-ce que le président il fait une percée? Est-ce que, avec la possibilité qu'il revienne en arrière toujours? Très rapidement. Non, mais dans l'histoire des sondages, quand on regarde, on se réfère, nous, généralement, à la France, parce que c'est quand même un pays qui est très proche de nous. On a vu qu'un sondage, déjà, à 2 ans d'une élection, on peut vous annoncer... Mais là, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas le même contexte. Hein. Et c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de biais. Quand on fait les sondages, il faut voir la véracité des réponses, il y a tout ceci. Mais si c'est scientifique, on a en tout cas vu que à 2 ans, il y a des gens qu'on avait annoncés à l'arrivée. On a vu par exemple Balladur ou autre et tout. Il y a des cas, hein, et au finish, ils ne sont pas rentrés. Mais pour revenir donc dans notre contexte, bon, moi, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a eu d'abord un auto-sondage qui est sorti, je pense, à peu près 1 mois et qui semblait carrément discréditer de la candidature, toute candidature du président. Et de mon point de vue, c'est normal, parce que c'est aussi un jeu politique. Peut-être que c'est en train de nous mettre dans une logique de guerre des sondages, peut-être, certainement. Alors, Lengani, très rapidement, et ça c'est sur le dernier sujet sur le plan national. Le procès Pouche a démarré, il n'y a pas assez d'éléments sur lesquels, c'était peut-être juste annoncé que maintenant, ça en est fini donc des reports, certainement, et donc on est maintenant dans le fond. Et donc les interrogatoires dans le fond ont commencé et depuis donc le 27 là. Alors Lengani, est-ce qu'il y a une question sur laquelle on pourrait Oui, je crois que pour le Pouche, il y a encore on attend quand même un verdict au niveau de la CEDEAO oui, qui a été saisi c'est une question de forme. Et je crois qu'il va falloir... Mais ça concerne la constitution des avocats, parce qu'il y a certains accusés qui n'ont pas d'avocat, qui ont problème d'avocat, et le tribunal semblait dire qu'il faut aller sans avocat. Par ailleurs, on a eu un verdict de la CEDEAO, derrière une décision concernant le maire de Dakar, Khalifa Sall, par exemple, où la CEDEAO a dit que la constitution de l'avocat, comme ça n'a pas été fait, on a violé ses droits, etc., que c'était arbitraire. Mettre un petit mot là-dessus. Oui, non. C'est comme j'ai déjà eu à dire ici. Oui. La loi fait obligation, en matière de crime, que l'accusé soit assisté d'un avocat. D'accord. Maintenant, si son avocat se déporte, il y a ce qu'on appelle la commission d'office. D'accord. Et ce que les gens oublient, c'est qu'en cas de commission d'office, le mandat n'est pas entre l'accusé et l'avocat, mais entre l'avocat et celui qui l'a commis d'office. D'accord. Voilà. Merci. C'est ça qui fait que, en matière de commission d'office, l'accusé ne peut pas se retrouver sans avocat. Parce que dans ce cas-là, l'avocat ne répond pas devant l'accusé, mais il répond devant celui qui l'a commis d'office. D'accord. Voilà. Il ne faut pas faire d'erreur là-dessus. Non, mais on ne va pas étendre dessus. On va passer au dernier sujet, qui est le sujet international sur le Mali, parce qu'en fait, on a comme démarré avec un retard, donc on est vraiment pris. On va juste en 2 minutes parler du Mali. La présidentielle, c'est pour le 29 juillet prochain. Il y a eu d'abord déjà la liste provisoire qui a été donc donnée par la Cour constitutionnelle. On a 17 candidats
provisoire. Il y a 12 qui ont été recalés, dont Cheikh Modibo Diarra, l'astrophysicien de la NASA. Voilà, donc, et maintenant, pendant qu'on parle de cette élection, à côté, on a vu par exemple la situation sécuritaire aussi qui s'est donc corsée. On a récemment l'attaque du TG, donc du G5 Sahel à Sévaré, et puis une mine a explosé hier également avec un bilan de 5 morts, c'est à Mopti. Alors dans cette situation sécuritaire, des élections vont se tenir. Alors Évariste, très rapidement, en 30 secondes chacun, sur la présidentielle au Mali. Non, d'abord ce qui paraît curieux, c'est que on voit que dans un pays quand même en proie vraiment une instabilité, des problèmes de sécurité, quasiment en état de guerre, où il y a une partie carrément du territoire, le nord Kidal et autres, tout qui soit pas contrôlé par un gouvernement, on arrive à organiser des élections. C'est quand même là une prouesse. Maintenant, c'est vrai que vous avez annoncé qu'il y a toute une kyrielle, hein, mais on sait comment ça se passe. Au finish, il n'y aura pas plus de 3. Les autres vont se rallier aux autres pour continuer autour de la mangeoire. Bilgo ? Oui, on se prépare à vivre en fait des élections discriminantes parce que tout simplement toute l'étendue du territoire ne pourront pas aller voter à cause des problèmes sécuritaires. Mais je pense qu'il fallait tenir ces élections-là parce que sinon c'est donner une carte blanche au président en poste aujourd'hui de continuer en attendant que les problèmes sécuritaires se règlent. Et d'ailleurs, c'est un mauvais message puisque de sa propre volonté, les problèmes sécuritaires pourraient ne pas se régler si ça lui permettait de se tenir. Mais 17 candidats, c'est quand même trop. 17 candidats, c'est aujourd'hui que l'on parle de ce nombre, mais bientôt les tractations vont commencer. Vous savez, on rentre dans une pré-campagne de minuit. C'est ce que j'appelle une pré-campagne de minuit, c'est-à-dire la nuit, dans les domiciles, il y aura des négociations et des rapprochements pour faire front commun, je le rappelle, contre IBK qui, je pense, en tout cas, son impopularité est criade du côté du ce sont les alliés du direct et on est pris par le temps. Maître, on va reparler la semaine prochaine de l'attaque du G5 Sahel qui remet en cause vraiment la question. C'est une atteinte à la liberté d'expression aussi. Non, c'est pas une atteinte. Ici, c'est une réglementation liée un peu à nous. On a commencé un peu avec un retard. Je vous remercie donc d'être passé. J'étais donc avec Issaka Lengani, directeur de publication de l'opinion. Ça n'arrive pas toujours. Merci d'être venu sur ce plateau. Maître Kielem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau. Il est donc président du CRIC, qui est le Centre de recherche internationale des stratégies. Et puis Bilgo Lionel, il est donc directeur de publication de l'analyse, un journal d'information générale. Il est également directeur Afrique de Téménis Média. Et puis Évariste Konsebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil et directeur de publication du cercle d'éveil, qui est le journal donc de cette association. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis. On est obligé d'arrêter de cette façon parce que c'est le direct, ce sont les alliés. On a commencé tard. Alors l'équipe technique, Grâce Kaboré, Grâce Mouen Contact Kaboré, merci, si Eric Kam, Bilem Benjamin, Jonas Sawadogo et les autres. Et puis bien entendu sous la houlette de Jonathan Ilboudo, le réalisateur de cette émission. Merci, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec la possibilité donc d'interagir avec vous, public, à travers le téléphone. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine si Dieu le veut.